Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc Christelle Wagner, je disais tout à l'heure, je suis l'adjointe de la directrice territoriale de l'IFCE, Institut français du cheval et de l'équitation, plus particulièrement responsable des Hauts-de-France et de l'Île-de-France, ancienne professionnelle du cheval, et également ergonome, enfin intervenante en prévention des risques professionnels, d'où, je dirais, mon appétence pour ce sujet. Donc, on a répondu à un appel d'offres, un appel à manifestation d'intérêt pour un projet en partenariat innovant. Et donc, pour ce partenariat, Dominique Rémy de la Chambre d'agriculture réalise un certain nombre d'études, elle va vous en parler après, qu'on pouvait transférer à la filière des courses. On n'avait pas l'habitude de travailler ensemble. On a associé bien évidemment les 3 syndicats d'entraîneurs, l'association des entraîneurs de galop, représentée par François-Xavier de Chevigny, l'association des entraîneurs propriétaires, représentée ici par Frédéric Danlou, et l'ESEDJ, le syndicat des entraîneurs drivers jockey, représenté par Jérémy Koubiche, donc, qui est le représentant Hauts-de-France, qui représente aussi l'institution du trot pour aujourd'hui. Dans ce partenariat, nous avions également la MSA, Picardie, qui s'excuse, voilà, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, donc Hervé Niquez et Laurent Ducarros. Également, je voulais excuser Chloé Deschamps de la Caisse centrale de la MSA qui aurait voulu venir, mais je pense qu'on fera une restitution pour la MSA par rapport à cette thématique. Et puis dans notre partenariat également, on a Laurent Caron de l'ARACT, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, Hauts-de-France, puisque le projet en fait a vocation Hauts-de-France, dans la mesure où les écuries de course au trot sont disséminées, même si celles du galop sont regroupées ici. Eh bien, je vais passer la parole à Dominique qui va se présenter. Merci Christelle. Alors donc moi je suis Dominique Rémy, salariée de la Chambre d'agriculture de l'Oise et je travaille sur la filière équine d'une manière générale sur l'ensemble des Hauts-de-France avec une collègue qui est basée dans le Nord-Pas-de-Calais. En fait mon rôle un peu dans l'étude ça a été de faire le lien beaucoup avec l'agriculture et notamment avec toutes les études qu'on avait pu mener par ailleurs. Alors je pense particulièrement à des études sur le travail qu'on a mené par le passé avec les ruminants. Vous savez tous, hein, les vaches laitières sont aussi pas mal surbookées et contraints au niveau travail, donc il y avait aussi beaucoup de besoins à ce niveau-là. Donc on a réutilisé un peu de la méthode et des outils. On a aussi fait le lien avec une étude qui est en cours, qui n'est pas terminée, qui est nationale, avec l'Institut de l'élevage et les réseaux de référence qui s'appelle Équitravail et qui a aussi pour objectif, donc là c'est pas les courses, c'est l'ensemble de la filière équine, et de faire un peu le point sur les besoins au niveau du travail et aussi de faire des fiches solutions qui pourront d'ailleurs être utilisées aussi à la suite de ce travail pour les courses, puisqu'il y a des sujets qui sont complètement transversaux, bien entendu. Et ensuite, je pensais voilà le lien avec l'agriculture en général, c'est-à-dire tout ce qui a déjà été mis en place au niveau de l'agriculture, comme au niveau main-d'œuvre par exemple, services de remplacement, etc. Mais ça peut être aussi d'autres choses au niveau des partenariats possibles avec l'agriculture qui est généralement assez bien fournie en matériel, mais en mécanique, en mécanisation de manière générale. Donc peut-être des choses à voir ensemble. Voilà, je ne vais pas plus loin. Juste, je vais passer la parole à Sarah. Donc pour vous dire quand même sur la question de l'organisation, Sarah va donc vous présenter le diagnostic qui a été réalisé. Et on a eu vraiment à cœur d'essayer d'amener au-delà du diagnostic des propositions d'action, en tout cas de pistes de solutions, parce qu'évidemment on ne peut pas en 15 semaines aller jusqu'au bout de tous les sujets, mais en tout cas de balayer le plus large possible et de ne rien laisser de côté. Donc on compte sur vous pour nous donner à la fin de cette présentation l'ensemble, un peu vos réactions déjà à chaud, même si vous n'êtes pas toujours des utilisateurs directs, mais au moins peut-être avoir à votre avis déjà, on fera un tour de table à ce moment-là, pour que vous puissiez nous dire quelles sont vos priorités, quelles sont les actions qui vous semblent les plus pertinentes en fait, par rapport à ce que vous connaissez des besoins du terrain. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait être des priorités pour démarrer de manière concrète sur le terrain.
Voilà, donc ça, on fera un tour de table pour ça. Donc n'hésitez pas, du coup, à noter au fur et à mesure du déroulé de la présentation des idées qui vous semblent particulièrement intéressantes, parce que comme ça, quand on vous donnera la parole tout à l'heure, vous pourrez dire, bah, moi j'ai repéré ça, ça, ça. Bon, voilà, ça sera une réaction à chaud, elle pourra être confirmée ou complétée plus tard, mais ça sera déjà une idée pour nous. Voilà, et pour vous dire que donc il va y avoir, pour avoir ce temps de discussion qui est hyper important à la fin, il faut qu'on respecte absolument le timing. Et donc, on s'est donné... Alors, il y aura 3 phases de présentation. Le découpage, en gros, de la présentation, c'est une partie sur tout ce qui tourne autour du travail autour du cheval, une partie sur tout ce qui tourne autour du travail de la structure et une partie sur tout ce qui tourne autour de la santé-sécurité au travail. Et du coup, entre chacune des parties, on vous donnera la parole pendant une dizaine de minutes. On essaiera vraiment... Il y en a un de nous qui fera le chrono et on dira stop pour les questions, pour faire 10 minutes vraiment pour compléter des questions, enfin, ou en tout cas vous donner des éclairages s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou qui vous choquent. Et on gardera vraiment l'ensemble de la discussion pour la fin. Juste rajouter, mais c'est devenu une évidence, mais compte tenu du Covid, on a commencé à travailler en février-mars, et donc vous savez tous qu'à partir de mars, très tôt dans l'Oise, il y a eu la problématique qu'on connaît tous, et du coup, voilà, on a restitué ce que l'on a pu faire, et ça s'est pas tout à fait passé comme on aurait souhaité faire. Néanmoins, on marque aujourd'hui un point sur ce qu'on a fait, en se disant bien qu'on espère prolonger de la manière dont vous nous direz qu'il faut prolonger. Bonjour à tous, donc moi c'est Sarah Sénépard. Donc en fait je suis stagiaire à la Chambre d'agriculture de l'Oise dans le cadre de mes études en psychologie du travail et ergonomie à la faculté d'Amiens. Et donc en fait j'ai participé à ce projet-là dans le cadre de mon stage de fin d'études. Donc du coup, comme vous l'a dit Dominique, on va suivre un plan qui va être en fait, au début on va commencer par présenter un peu l'étude, les partenaires, pour revenir un peu sur les objectifs. On va aussi parler ensuite de la méthodologie, pour vous expliquer un peu comment on en est arrivé à tous ces résultats. Et après on va reprendre donc les 3 parties dont Dominique vous a parlé avec les 3 temps d'échange. Donc déjà, pour venir un peu sur la présentation de l'étude, donc nous, en fait, on l'a réalisé, donc comme Christelle vous l'a dit au début, on ne l'a pas fait seul, on l'a fait avec des partenaires qu'elle avait cités, et aussi avec les experts et les professionnels qui sont directement sur le terrain. Et donc, en fait, cette étude, elle avait pour objectif vraiment d'optimiser l'organisation du travail, que ce soit pour les entraîneurs ou pour les salariés, mais aussi bien aussi pour les entraîneurs de trot, de galop, ceux qui ont des salariés ou ceux qui n'en ont pas. Ensuite, en ce qui concerne la méthodologie qu'on a utilisée, donc déjà on a commencé par faire un peu un tour de tout ce qui va être littérature, données d'accidentologie, etc. Donc on s'est servi des plateformes de, par exemple, la FASEC, la MSA, l'IFCE, donc avec Equiresources. Et on a aussi pris divers articles qu'on n'a pas tous cités ici forcément. Ensuite, on a créé et fait passer un questionnaire auprès des entraîneurs sur différents thèmes, dans le but en fait vraiment de comprendre comment fonctionnait une écurie de course, quel était leur travail, quelles étaient les problématiques aussi qu'ils rencontraient dans leur travail et leurs besoins, mais aussi en fait essayer de déceler un peu des bonnes pratiques qu'ils auraient au sein de leur écurie. Donc ce questionnaire, on l'a fait donc en format internet, mais on a aussi réalisé ce questionnaire par téléphone, vu qu'on l'a réalisé en fait pendant le confinement, c'était plus simple de joindre les entraîneurs comme ça. Et on a eu 22 participants, donc 16 entraîneurs de galop et 6 entraîneurs de trot. Ensuite, on a échangé avec des experts du secteur pour un peu leur présenter les résultats de l'étude, voir un peu ce qu'ils en pensaient pour essayer d'avoir quelque chose de représentatif. Donc déjà, on remercie donc Brisouane Violaine, qui est vétérinaire équin, Butka Didier, donc de la FASEC, David Élise et Dehaut Émilie d'Equiresources, Émilie Var d'Equisser et Fanny Bourgoin de Cheval Arrêt Prévention. Donc on excuse encore une fois ces personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui malheureusement, mais qui visionneront la retransmission. Donc, et après ça, en fait, on s'est rendu sur le terrain. On a visité 8 écuries, donc 7 écuries de galop et 1 de trot. On a observé un peu comment ils fonctionnaient, on a échangé avec les salariés et avec les entraîneurs. Ensuite, pour faire un point un petit peu sur les écuries d'entraînement en Hauts-de-France, donc on a repris les chiffres de l'Observatoire social de la FASEC donc de cette année, 2020. Donc en Hauts-de-France, il y a 2100 chevaux au galop et 551 au trot.
On a 102 entraîneurs de galop et 65 au trot. Ensuite, quand on regarde les chiffres dans le tableau, on se rend compte vraiment du coup que au galop, tout le monde est dans l'Oise, tout est centré dans l'Oise, tandis qu'au trot, en fait, on va avoir, ils vont être un peu étalés partout dans la région. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu un peu de mal à les atteindre. Ensuite, en ce qui concerne un peu les caractéristiques des écuries, donc on va voir un peu la différence tout au fil de cette présentation entre le galop et trot, mais là, pour mettre en évidence certaines choses, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que au galop, ils ont un centre d'entraînement, qui va être collectif, tandis qu'au trot, il va être privé, individuel. Ensuite, au galop, on va avoir des structures qui sont très esthétiques, mais peu rationnelles, en fait, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas vraiment été conçues pour le travail qu'ils ont aujourd'hui. On va avoir des écuries qui sont assez petites, les entraîneurs sont souvent en location, tandis qu'au trot, en fait, on va avoir davantage de surface, de bâtiments disponibles, et du coup, ça permet d'être un peu plus libre sur les façons de faire. En ce qui concerne le ratio chevaux-salariés, donc au galop, on est à 3 chevaux par salarié, tandis qu'au trot, on en est à 10 chevaux par salarié. Donc là, maintenant, en fait, on va passer vraiment à la partie présentation des résultats. Donc, en ce qui concerne la partie gestion du cheval et de l'écurie, donc ça va vraiment concerner, comme vous l'avez dit Dominique, tout ce qui va être travail du cheval et travail autour du cheval, c'est-à-dire tout ce qui va être alimentation, abreuvement, curage, le mode d'hébergement, l'entraînement et la course. Donc, en ce qui concerne l'alimentation, déjà, on se rend compte que dans notre étude, c'est la tâche qui nous a été le plus citée comme pénible. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les écuries qu'on a interrogées, elles se sont au moins plaintes d'une chose dans leur technique d'alimentation, que ce soit à cause du stockage, du conditionnement, de la manutention ou de la distribution. Ce qui est ressorti aussi, c'est que la manutention des balles de foin, elle va être compliquée. Par exemple, on va avoir des grosses balles qui sont moins chères, mais qui sont moins pratiques à déplacer. On va avoir aussi le transport des balles qui va être mécanisé. Mais ce qui est ressorti aussi, c'est que en fait, le fait de charger la balle sur l'engin de manutention, c'était considéré comme un problème. Ensuite, on va avoir un gros problème aussi au niveau du stockage avec les rongeurs, qui compliquent vraiment le stockage. Et du coup, on va avoir un gaspillage, donc déjà une perte économique. En plus de ça, les petites écuries, elles vont stocker moins et du coup commander plus fréquemment. Et on va avoir aussi les professionnels, ils vont être sans arrêt en train de réfléchir à comment éviter ce gaspillage. Et du coup, ça va un peu prendre de leur temps. Donc, quand on en vient aux pistes de solutions, déjà pour ce thème alimentation, donc déjà, ce qu'on préconise, c'est de, par exemple, faciliter la manutention en la mécanisant. On sait que c'est compliqué, bien évidemment, surtout au galop. Mais par exemple, des engins de manutention comme le Bobcat ou le mini-chargeur, des brouettes électriques aussi, pourquoi pas. Et donc ça, en fait, ça permettrait vraiment de réduire la manutention, de faciliter en fait le transport, par exemple, des balles de foin ou de paille qui sont très lourdes. Et ça peut aussi être utilisé pour différentes tâches. Si on a un Bobcat dans une écurie, on peut s'en servir pour l'alimentation, pour le curage, pour beaucoup de choses. Donc bien évidemment, c'est des investissements qui coûtent cher. Et donc nous, la réflexion qu'on a eue, c'était de se dire pourquoi pas mutualiser ce type de matériel entre les écuries. Ensuite, on a des techniques moins coûteuses qui permettraient de se libérer du temps et de faire des économies. Donc là, on va voir 2 diapos qui vont s'attarder sur ce type de pistes d'amélioration. Mais elles ont toutes le même objectif, c'est-à-dire qu'elles vont diminuer la fréquence de distribution et donc forcément l'astreinte. Ça va diminuer le gaspillage de foin et du coup permettre de faire des économies. Et ça va permettre de satisfaire les besoins du cheval en fibres en continu. Donc par exemple, on a le filet à foin Nid Bleu Net. Donc c'est un filet à foin qui est très résistant et très facile à remplir. Donc c'est le seul qui convient pour les chevaux ferrés. Et en fait, ça permet, donc on a plusieurs tailles de mailles, et la plus grosse taille de maille, en fait, permet de mettre jusqu'à 15-20 kg par sac, et donc de tenir 24 heures. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a trouvée sur Internet, d'un remplissage de ce type de sac. Donc voilà, c'est un remplissage qui est très facile, contrairement à certains autres filets à foin qui sont beaucoup plus compliqués à remplir. Donc voilà. Ensuite, il y a une autre petite vidéo qui vous montre un peu comment le cheval mange avec ce filet.
Donc voilà, ça c'est une piste de solution, pourquoi pas à explorer. Ensuite, on a le râtelier à foin pour box. Donc on a vu dans certaines écuries qu'il y avait des râteliers à foin, mais qui étaient en hauteur. Et ce type de râtelier, en fait, permet de vraiment respecter la position naturelle du cheval. Ensuite, on a le slow feeder, ou appelé aussi pace feeder. Donc en fait, c'est un contenant qui va permettre de stocker le foin et d'éviter en fait que le cheval en mette partout, et en fait qui va diminuer, au fil que le cheval mange, la plaque descend, et du coup ça permet de, pareil, se libérer du temps. Donc là voilà, c'est un monsieur qui remplit justement ce pace feeder. Donc voilà, c'est très facile à remplir aussi. Désolée pour la qualité de la vidéo, c'est tiré d'internet. Et donc voilà, ensuite on a les pistes qui sont plutôt pour l'extérieur. Donc par exemple, on a le râtelier à foin pour pré ou pour paddock. Donc ça en fait c'est... Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, ça permet vraiment de stocker une balle entière de foin. Et en fait, on peut la charger sans forcément rentrer dans le pré ou le paddock. Donc ça va être super intéressant, notamment, déjà, ça va réduire la manutention, ça va réduire le nombre de fois où on alimente le cheval. Ça va aussi, du coup, vu qu'on va y aller moins souvent, il va y avoir moins d'ornières, donc ça va garder les sols de meilleure qualité. Ensuite, on va avoir aussi comme autre piste les distributeurs automatiques de concentré. Donc ça, en fait, ça va permettre vraiment de libérer de l'astreinte. Bon, bien évidemment, il va rester de la surveillance, mais ça va permettre de libérer du temps. S'il y a une meilleure répartition aussi sur 24 heures, aussi ça va permettre de diminuer l'excitation du cheval pendant le repas et donc de diminuer le risque d'accident. Et ça réduit le coût des concentrés puisqu'on peut les acheter en vrac. Ensuite, on a aussi par exemple une mangeoire qui peut être accessible depuis l'extérieur du box. Donc ça, en fait, ça va permettre de réduire le risque d'accident dans le sens où le cavalier n'aura pas besoin de rentrer dans le box pour nourrir le cheval. Ensuite, on a pensé aussi, pourquoi pas, à mutualiser, donc en plus des outils style Bobcat, etc., mutualiser les achats, par exemple, de foin entre différentes écuries avec, pourquoi pas, Epona ou Cuma. Ensuite, là, on vous a mis une petite diapo pour vous montrer un peu ce que nous, on a vu quand on est allé sur le terrain. Donc, on a vu, par exemple, un silo à grains. Donc voilà, ça permet de diminuer la manutention. Ça facilite le stockage. Ça facilite aussi la distribution. Et encore une fois, ça diminue le prix des granulés puisqu'on peut les acheter en vrac. Ensuite, on a vu une écurie où ils entreposaient en fait leurs balles de foin directement devant les box. Donc ça, déjà, ça diminue la manutention. Ça facilite aussi la distribution, mais ça nécessite forcément des livraisons plus régulières parce qu'on a moins de capacité de stockage et donc ça augmente un peu le prix. Ensuite, on a vu un filet à foin qui était entreposé en dehors d'un box. Donc ça évite le risque classique avec les chevaux ferrés. Par contre, forcément, ça va entraîner plus de balayage. Mais bon, on vous a exposé un peu toutes les pistes nous, on a vues sur le terrain. Ensuite, on a vu aussi un big bag en carton. Donc en fait, on a trouvé ça hyper astucieux parce qu'en fait, le carton était prédécoupé. C'est-à-dire qu'en fait, au fil que le stock diminuait dans le carton, on peut découper. Et donc, ça évite en fait de se pencher pour distribuer. Ensuite, on a vu aussi un chariot de transport de grains qui a été fait maison. Donc ça montre aussi qu'on peut, avec les moyens du bord, se débrouiller. Donc là, en fait, c'est un chariot qui glisse sous le silo à grains. Ils remplissent la caisse et ensuite, comme ça, ils se baladent avec le chariot et ils n'ont pas besoin de se pencher comme avec une brouette pour distribuer. Et encore une fois, ça protège des rongeurs. Donc tout ça, c'était pour l'alimentation. Maintenant, en ce qui concerne l'abreuvement, donc en trot, il n'y a pas eu de problème vraiment évoqué parce qu'il y a la majorité qui sont avec les abreuvoirs automatiques. Au galop, c'est plus compliqué parce qu'il y en a encore la majorité qui abreuve au seau. Donc ça, de ce qu'on a recueilli, ça va augmenter la pénibilité de l'abreuvement. On va avoir en fait un gaspillage d'eau qui, d'après les entraîneurs, est assez conséquent puisque c'est une perte d'environ 10 litres par jour et par cheval. Donc quand on multiplie à la fin de l'année, ça fait une perte assez grosse. Ensuite, on a aussi l'abreuvement qui est considéré comme une perte de temps lorsqu'il est fait au seau.
Mais par contre, on a des petites réticences aux abreuvoirs automatiques. Nous, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il était perçu déjà comme trop cher et pas assez fiable. En plus de ça, les entraîneurs nous ont cité le fait d'avoir besoin de contrôler l'abreuvement du cheval, mais en réalité, ils nous ont dit que c'était très rare quand les cavaliers ou les garçons de cours ou les drivers viennent leur dire que le cheval n'a pas consommé. Donc, les pistes que nous, on préconise, c'est déjà, par exemple, de réduire la charge de travail et l'astreinte en utilisant ce type d'amélioration. Par exemple, un tuyau avec un rouleur. Donc on se doute bien qu'on ne peut pas rentrer dans le box directement avec le tuyau comme ça, mais pourquoi pas disposer les seaux devant les box et puis après arroser, et puis ça diminuera en fait les allers-retours et ça va diminuer aussi le temps de port du seau. Ensuite, on a une solution qui existe, c'est la poche à eau pour brouette. Donc en fait, c'est pareil, c'est une technique qui va permettre de limiter les déplacements. Donc il y a jusqu'à 80 litres de contenance. Bon, après, c'est pas une technique qui va permettre de réduire le gaspillage, mais pour les petites écuries, ça peut être intéressant quand il n'y a pas vraiment beaucoup de chevaux à abreuver. Donc voilà. Ensuite, on a le Mobibag. Donc ça permet un peu plus de contenance. Là, c'est 110 litres. Donc pareil, ça limite les déplacements. Et donc, en fait, ça va permettre vraiment, pareil, de remplir le Mobibag, comme vous le voyez là, de le transporter et après d'aller remplir chaque seau devant les box. Donc voilà. Ensuite, on a la technique de l'abreuvoir automatique. Donc forcément, c'est celle qui serait le plus adéquate pour l'abreuvement, parce qu'elle permet vraiment de réduire considérablement l'astreinte et la pénibilité liée à l'abreuvement. Et forcément, du coup, ça va permettre de réduire la manutention. Donc les abreuvoirs, il y en a avec différentes options, avec différents prix. On a par exemple le robinet individuel qui va permettre de couper l'eau si nécessaire, si on a besoin de contrôler l'abreuvement du cheval sur un temps donné. Ensuite, on va pouvoir installer une résistance électrique ou simplement faire circuler l'eau dans les tuyaux pour éviter le gel l'hiver. On va avoir aussi l'abreuvoir connecté qui va permettre vraiment de connaître la consommation du cheval. Donc ça, c'était pour l'abreuvement. Ensuite, en ce qui concerne le curage et le paillage, au trot, le curage, il est mécanisé ou partiellement mécanisé, mais il est quand même considéré comme prenant du temps. Et en fait, ça nécessite du matériel et de la place. Au galop, on va avoir un curage qui est majoritairement manuel. Le cheval est très souvent présent dans le box et on a une infrastructure qui va compliquer en fait cette mécanisation. On a aussi relevé une différence de praticité des fosses, c'est-à-dire que les fosses plates, elles vont être plus compliquées à remplir mais plus faciles à vidanger, tandis que les fosses creuses, en fait, elles vont être plus faciles à remplir parce qu'on a juste à lever la brouette et ça tombe dedans. Par contre, elles sont plus compliquées à vidanger. Donc, au niveau des pistes d'amélioration, on a par exemple au galop, vu qu'on sait que la mécanisation complète, elle est difficile, pourquoi pas curer à la main et vraiment mécaniser uniquement le ramassage, ou alors mécaniser tout le curage, mais dans ce cas-là, il faut s'organiser pour le faire pendant que le cheval est à l'entraînement. Au trot, on va avoir par exemple la mécanisation du curage des abris en litière accumulée. Et pour les deux secteurs, on va pouvoir par exemple, pourquoi pas se partager de la main-d'œuvre, du matériel de curage, ou par exemple faire appel à de la prestation de service pour cette tâche. On peut aussi adapter la fosse à fumier, si nécessaire, par exemple, que ce soit au niveau de la forme, de l'évacuation, des respects de la réglementation. Par exemple, on va avoir les fosses à fumier creuses avec une benne dans un point bas, c'est-à-dire que l'enlèvement du fumier va être facilité, puisque pour l'enlever, il suffira juste de venir récupérer la benne. Donc ça, c'est une technique qui permet vraiment de respecter la législation, qui évite les écoulements, qui permet de régler le problème des vidanges, des fosses creuses. Par contre, on va avoir en plus la location de la benne, du coup, qui rajoute un prix.
Ensuite, on va par exemple avoir l'utilisation de litières alternatives, comme les copeaux. Les copeaux, ils salissent moins, donc on a moins de balayage. Ils sont plus chers, mais de ce qu'on nous a dit, on les utilise en moins grande quantité. Par contre, on ne peut pas mécaniser le curage des copeaux. Ils ont moins de valeur fertilisante. Mais voilà, ça montre qu'il y a quand même des litières alternatives et que ça pourrait être intéressant de s'y intéresser. Ensuite, on va avoir par exemple la balayeuse ou l'aspirateur, en fait, qui va permettre vraiment de récupérer la paille pour éviter le balayage intempestif devant les box. Donc, cette technique, en fait, elle permettrait d'éviter la poussière. Ensuite, on va avoir aussi une solution qui est plus innovante, c'est l'utilisation des micro-organismes efficaces. Donc, en fait, c'est des micro-organismes qui vont permettre de réduire l'humidité, l'ammoniac, le volume du fumier et la quantité de paille. Donc, après, cette technique, elle est plus adaptée aux litières accumulées parce qu'il lui faut un certain temps pour agir. Ensuite, on va avoir du coup un fumier qui va être composté et donc plus intéressant pour sa valorisation, sa fertilisation. On va avoir aussi moins de volume à transporter et du coup à épandre. Ensuite, donc, ce que nous on a vu sur le terrain concernant le curage et le paillage, c'est par exemple cet outil-là à gauche d'aide au transport manuel des grosses balles. Donc voilà, en fait, on pique la balle, on soulève un petit peu et puis ça permet de manœuvrer les balles avec moins d'efforts, sans moyens mécaniques. Ensuite, on a vu aussi une fosse creusée qui, elle, était très pratique parce qu'elle était accessible des 4 côtés, donc on pouvait en stocker plus à l'intérieur. Par contre, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est plus difficile de la vidanger, donc pourquoi pas dans ce type de benne, dans ce type de fosse, associer une benne. Donc ça, c'était pour le curage. Maintenant, en ce qui concerne l'hébergement des chevaux, donc au trot, ils sont beaucoup à l'extérieur, donc ça va respecter tout ce qui va être mouvement libre et contacts sociaux entre les chevaux. Ça va augmenter la sécurité parce que c'est des chevaux qui vont être plus calmes. En plus de ça, on va avoir un respect de ce qu'on appelle les attentes par la société, où c'est mal vu un cheval qui reste en boxe. Le point positif niveau travail, c'est ce que ça réduit l'astreinte, donc au niveau du curage, de la paille et du foin. Le point négatif, c'est qu'on va avoir plus de manipulation du cheval, c'est-à-dire qu'il va falloir aller le chercher dans le pré ou le paddock pour aller le préparer à l'écurie. Ensuite, il y a aussi le fait que du coup, ça crée des endroits boueux dans les prés et les paddocks, notamment au niveau des accès matériels et du piétinement des chevaux. Au galop, on n'a pas ce problème parce que c'est des chevaux qui vont être en boxe, mais on n'a pas ce mouvement libre et les contacts sociaux entre les chevaux. Et on n'a pas beaucoup de possibilités de les lâcher librement. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est par exemple d'essayer de favoriser le contact des chevaux en boxe au galop, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de possibilité de les lâcher. Par exemple, en installant des grilles ou des fenêtres entre les boxes, bien évidemment en respectant les affinités entre les chevaux. Après, on va avoir par exemple, ça c'est plutôt quand il y a de l'extérieur, des boxes avec une terrasse en sable, par exemple. Ensuite, on peut aussi préconiser le fait d'utiliser 2 sites, c'est-à-dire avoir un site en province en fait pour y envoyer les chevaux qui sont soit en convalescence ou comme on le fait déjà avec le pré-entraînement. Ensuite, au trot, on va avoir la préconisation d'améliorer la qualité des sols, donc pour éviter les endroits boueux, c'est-à-dire avec des dalles soit en béton, soit en caoutchouc, pour stabiliser en fait autour des abris, des abreuvoirs et tout ce qui va être passage en fait. Donc ensuite, pour tout ce qui va être travail du cheval, donc entraînement et course, au galop, on va avoir un outil de travail qui va être commun, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont se le partager et donc il va y avoir une contrainte de rythme de travail, c'est-à-dire que vraiment leur travail il va être concentré dans la matinée et donc ça va en fait densifier l'effort et ça va entraîner une fatigue physique plus importante que si on l'étalait. Au trot, on va avoir un outil de travail qui est individuel, donc on va avoir moins de contraintes liées au rythme de travail. On a une certaine liberté d'utilisation de la piste. Par contre, le point positif qu'il y a au galop, c'est qu'eux, ils ne s'occupent pas du tout de l'entretien de la piste, tandis qu'au trot, ils doivent se débrouiller. Et donc, ça peut entraîner des difficultés, par exemple pour l'arrosage de la piste, l'été en sécheresse, etc. Au galop, on va avoir aussi la diminution du pré-entraînement sur place.
qui nous a été dit comme favorable. On a aussi l'utilisation du marcheur, donc que ce soit pour l'échauffement ou pour la récupération du cheval après l'effort. Donc les préconisations qu'on a au niveau du travail du cheval, ça va être par exemple de faire des mutualisations entre professionnels. Donc que ce soit avec des indépendants ou par exemple avec les centres équestres qui travaillent beaucoup en temps partiel. Que ce soit par exemple pour l'accompagnement en course, pour la monte lors de l'entraînement. Ensuite, on peut avoir par exemple éventuellement le fait d'adapter les horaires d'ouverture des centres d'entraînement. Ne serait-ce que par exemple de prolonger l'ouverture de 30 minutes pour leur permettre de faire une pause dans la matinée. Et donc c'est la fin de la première partie. Donc il y a 10 minutes de temps d'échange. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations? Oui, déjà pour resituer là on va dire les éléments que vous nous avez présentés, les solutions que vous nous avez présentées, donc les solutions matérielles. Ensuite, il y a des préconisations sur, je sais pas, l'ouverture du centre d'entraînement. Enfin, ça procède de quelle étude au départ? J'ai dû rater quelque chose. Moi, je venais pour l'amélioration des conditions de travail des salariés. Ça vient certainement en deuxième partie. Des salariés des courses. C'est une problématique qui devient extrêmement critique. Là, les solutions que vous proposez, elles s'adressent à des entraîneurs qui font le choix, ou parce qu'ils ont les moyens ou pas, de prendre un certain nombre de matériel. Bon, là, j'imagine qu'ils peuvent évidemment disposer d'aide, mais comment vos travaux, ils s'inscrivent dans quelle étude, quelle analyse, voilà. Et après, je pourrais vous répondre sur les centres d'entraînement, parce que les solutions ne sont pas aussi simples que les questions qui sont posées. Oui, on a bien compris qu'à la FASEC, vous étiez très très intéressé par la partie vraiment qui est liée aux salariés. Nous, l'étude est plus large, c'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment l'organisation du travail, la santé au travail et l'ensemble de tout ce qui est travail, que ce soit pénibilité, charge mentale, etc., du dirigeant, jusqu'au travail administratif. Enfin, on a absolument balayé tout. C'était l'objectif. Alors, dedans, forcément, les salariés vous allez vous y retrouver un peu plus tard quand on est plus dans la gestion de la structure, où bien évidemment toute la partie de management du salarié et confort de travail du salarié va intervenir. Ceci dit, ça me semble pas totalement déconnecté la partie plutôt matérielle qu'on vient d'évoquer, puisqu'on était sur la partie gestion du cheval. La partie matérielle en question, quand on parle d'abreuvoir automatique plutôt que des seaux, c'est évident que ça va avoir une répercussion directe sur le travail des salariés. Donc, de toute façon, tout est un tout. Et quelque part, l'attractivité des structures dont on va parler après, la diminution du turnover, la reconversion des personnes qui avancent dans l'âge ou qui ont des soucis de santé, forcément, vont aussi s'y retrouver dans ces aménagements-là. Voilà. Nous, on n'a pas focalisé du tout sur les salariés. Mais bien entendu, ils sont entièrement dedans. Mais on voulait aussi que les entraîneurs qui n'aient pas de salariés se retrouvent dans l'étude et que peut-être avec une politique de petits pas, on change aussi l'image de l'ensemble de l'entraînement, que ce soit... Il y a des contextes particuliers qui font que la mécanisation, par exemple, elle a ses limites, c'est sûr. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des petits pas peut-être possibles pour améliorer les conditions de vie de tous les gens qui y travaillent, que ce soit le patron, que ce soit le salarié. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Merci, je ne vais pas prendre le livre, je pense que déjà, merci pour le travail que vous avez fait. Voilà, pour l'instant, je suis un peu sur ma fin. Oui, mais c'est tout à fait compréhensible. Mais vous allez vous y retrouver surtout peut-être dans la partie 3 pour vous. Donc, il faut un peu de patience. Voilà. D'autres questions? Merci. Frédéric Danlou, Association des entraîneurs propriétaires Gallo. Je voudrais, ayant participé depuis le début à toute cette étude et l'ayant favorisé, puisqu'on a parlé depuis longtemps qu'on a Wagner, je pense que c'est un tout. C'est ce que je voudrais dire à M. Orpit, c'est que rien ne peut être fait d'un côté sans tout le monde. Ça veut dire que tous les partenaires de la filière course, parce que là c'est course, même cheval, puisqu'on croit qu'on parle de centre équestre, mais essentiellement filière course, doivent aujourd'hui considérer que le bien-être au travail, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, est un sujet général qui concerne aussi bien France Gallo que la FASEC, que les associations d'entraîneurs,
que les syndicats d'employés, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et je pense que si on veut redonner un peu d'image correcte à notre métier, hein, et aujourd'hui, Dieu sait si vous en savez quelque chose, on a du mal à recruter, ainsi de suite. Donc tout le monde doit être partenaire. Et je vois bien, effectivement, vous pensez que on a parlé plus des entraîneurs que des employés. C'est pas vrai. L'idée, c'est que ce soit un ensemble, c'est global. Donc tout le monde, effectivement, quand on a cité, les gens ont cité l'ouverture plus longue des centres d'entraînement. Oui, moi qui étais entraîneur pendant 40 ans, ça a toujours été un problème. Toujours. Parce qu'effectivement, si on veut donner une pause à nos employés, il y a un moment, on est coincé. Donc ça relève de France Gallo. Le fait qu'on puisse améliorer les techniques de travail, il y a des choses très intéressantes que même moi je connaissais pas. Ouais. Bon. Et donc je pense que là, il faut que tous, ensemble, on aille de l'avant. Donc ça peut pas être un groupe avec un autre sans l'autre penser. Et tout le monde doit prendre sa part. Moi je me rappelle, la première réunion qu'on avait fait, j'avais dit il faut commencer par former les formateurs, c'était les entraîneurs. Je sais pas si vous vous rappelez. Ça a été ma première réflexion. Voilà. Les former aux techniques modernes de management et aux techniques modernes de gestion du personnel. Voilà. Ça, c'est fondamental. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. Le reste, c'est des détails. Il y a un truc important aussi. Quand vous avez parlé de mutualisation sur les professionnels indépendants, accompagnement en cours, scale d'entraînement et tout, là, ça passe par une amélioration, et ça, on m'en a encore parlé il n'y a pas longtemps, parce que pour préparer cette réunion, j'ai interrogé 2-3 professionnels. C'est récurrent. Ça veut dire qu'il faut qu'aujourd'hui, on puisse employer quelqu'un sur des tâches brèves, simples, c'est-à-dire demain, j'ai besoin de quelqu'un pour faire les box, il faut que je puisse le prendre 2 heures. Demain, j'ai besoin de quelqu'un pour monter 4 lots parce que j'ai un gars en vacances, il faut que je puisse le prendre 3 heures, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça vient de la MSA. Donc il faut que demain, grâce à vous, grâce à nous, en fait, on obtienne que la MSA, alors je vais employer un gros mot dans le milieu de travail, c'est la flexibilité. C'est un gros mot, mais il faut quand même le dire, et c'est le seul moyen aujourd'hui d'améliorer, justement, ça permettra de libérer des employés et d'en prendre d'autres, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, faut faire une DUE, faut ceci, faut cela. Il faut trouver un moyen simple pour que même autre chose qu'un statut d'auto-entrepreneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas des statuts d'auto-entrepreneur, ça ne les intéresse pas. Mais donc le moyen d'employer, y compris les retraités, oui. On m'a fait la remarque, il y a beaucoup de retraités qui aimeraient bien travailler 2 heures par-ci, 2 heures par-là, vous voyez. Et ça, il faut que ça va passer par vous. Hein. Voilà, merci. Alors, vous avez parlé de mutualisation de Bobcat, par exemple. Le problème, c'est que ce matériel, les écuries, elles en ont pratiquement besoin tout ensemble, au même moment. Donc ça me semble difficile de mutualiser ça. Oui, c'est tout le problème d'après de voir concrètement quels sont les freins et quels sont. Bon, alors peut-être que le Bobcat c'est pas le bon exemple. Ceci dit, ça peut être une organisation sur 2 écuries. Enfin, la chance, à la fois l'inconvénient, mais aussi la chance à Chantilly, c'est que toutes les écuries sont regroupées, donc il n'y a pas de distance, et c'est justement peut-être sur ce levier-là qu'on peut appuyer pour du matériel en commun. Après, on n'a pas dit qu'il fallait le faire systématiquement partout et pour tout le monde. Mais il y a peut-être dans la nature des gens pas trop éloignés qui n'auraient pas envie d'investir entièrement à tout seul dans un matériel et qui du coup s'organiseraient pour peut-être curer complètement leur box avec une organisation du travail qui fasse que le matériel pourrait aller d'une écurie à l'autre. Évidemment pas tous les jours, mais voilà. Après, c'est possible ou c'est pas. Nous, on donne des pistes. Après, je pense que les pistes sont à creuser et peut-être pour ça conviendra pour certains, peut-être pas pour d'autres. Et toute l'idée aussi de tout ça, c'est de se dire, on s'interdit rien, sauf si vous nous dites ça, c'est complètement aberrant et ça, c'est pas possible. Mais on s'interdit rien et on se dit, c'est le terrain qui choisira. C'est une sorte de catalogue, chacun peut aller picorer là-dedans ce qu'il veut, à la fois sur du matériel, sur de la méthode, sur du partenariat, sur des pratiques. Et du coup, peut-être qu'une somme de petites choses comme ça fera que ce sera des petites graines qui feront évoluer, quoi. On s'est dit aussi, nous, au fur et à mesure de la discussion et de la découverte aussi de tout ce milieu et de toutes les questions qui se posaient, c'est que s'il y avait une solution universelle et pour tout le monde, ça fait longtemps qu'elle serait mise en œuvre, hein, parce que les gens sont les premiers concernés. Donc voilà, c'est juste une somme de petites choses. Voilà. Si je peux me permettre, un autre exemple de matériel mutualisé auquel on avait pensé, c'est une balayeuse, parce qu'il y a beaucoup de temps à passer le balai dans les écuries. Peut-être s'il y en a un qui a la balayeuse le lundi, peut faire les écuries à fond, puis l'autre il a la balayeuse le mardi, ou l'autre le mercredi, ou l'un le matin, l'autre l'après-midi, je ne sais.
hein, mais voilà, du matériel qui est peut-être un peu onéreux pour une seule écurie, hein, mais qui, vu la proximité, pourrait peut-être être envisagé de mutualiser. Ce n'est pas simple, j'en conviens. Les groupements d'employeurs, ce n'est pas simple, j'en conviens. Mais il y en a qui arrivent à les mettre en place. Donc, voilà. C'est bon ? On peut continuer ? Oui, moi, je crois que ça a surtout le mérite justement de poser les questions, parce que les employeurs, dans les chevaux, on est un peu à fond du début de la matinée jusqu'à la fin de la journée, et souvent, on prend juste pas le temps de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer des petits côtés pratiques? Je pense que ça, l'idée du catalogue, pour sensibiliser les employeurs en disant, bah, voilà, il y a des petites choses à faire qui sont peut-être pas très compliquées, qui coûtent peut-être pas aussi cher qu'on se l'imagine, et ça peut améliorer un petit peu. Donc, dans la sensibilisation de l'employeur, le catalogue pourrait être très intéressant. Merci. On va passer à la deuxième partie, Sarah ? Oui. Donc la deuxième partie, donc ça va être tout ce qui va être gestion de la structure, donc de l'entreprise, avec la gestion administrative et aussi tout ce qui va être attractivité, turnover et reconversion des salariés. Donc déjà pour la gestion administrative, donc dans l'enquête statistique, il y a 82% des entraîneurs qui nous ont dit que cette gestion administrative était pesante. Donc nous, ce qu'on a récolté comme information, c'est que c'était en fait le manque de temps, le fait que ce soit trop complexe et qu'il y en ait trop en fait. Ensuite, en ce qui concerne la gestion du personnel, donc l'attractivité, donc il y a un gros problème de recrutement, donc que ce soit au trot ou au galop. Au galop, ça va être plus pour les cavaliers d'entraînement. Au trot, ça va être plus pour du personnel polyvalent. Ensuite, on a aussi relevé que la présence aux courses des salariés, ça va être quelque chose en fait qui va les motiver, leur donner du sens. En fait, ça va donner du sens à tout le travail qu'ils font tous les matins. Par contre, on va avoir du coup forcément une augmentation de la charge de travail et de l'amplitude journalière, parce que quand le cavalier entraîne ses chevaux le matin et l'après-midi va aux courses, ça leur fait quand même des grosses journées. Ensuite, on va avoir le problème de reconversion. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la perte de capacité, donc que ce soit à cause d'une lassitude, d'une peur, de l'âge aussi, de chute, d'accident, de maladie. Donc ça, il y a la FASEC qui s'occupe très bien de la reconversion. Par contre, on s'est rendu compte que les salariés n'ont pas trop d'informations à l'avance. En fait, quand ils se plongent dans cette reconversion, c'est qu'ils y sont obligés, qu'ils sont arrivés, en fait, que ce soit un accident, une maladie. Ensuite, en ce qui concerne le turnover, au trot, on a eu du mal à en faire ressortir quelque chose. Donc on n'a mis pas de problème évoqué, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas forcément, juste nous, on ne l'a pas décelé. Au galop, par contre, on a bien décelé que le secteur il était en tension, qu'il y avait une difficulté à garder le personnel, et aussi qu'en fait, le travail de cours, il allait démotiver les salariés, enfin les cavaliers d'entraînement, pardon. Donc pour en revenir au travail administratif, nous, ce qu'on préconise, c'est par exemple de mutualiser les outils. Donc par exemple, la plateforme de mise en relation de la Chambre d'agriculture. Dominique, vous voulez en parler ? Oui, c'est juste en fait un petit outil sur Google Maps qui vous permet de signaler les besoins d'un côté et les offres de l'autre. On l'a mis en œuvre au départ, d'ailleurs cette année, avec le Covid, pour permettre de trouver des pâtures au centre équestre, donc ceux qui avaient des prairies disponibles et ceux qui en cherchaient. On l'a étoffé avec le foin, la paille, les échanges paille-fumier, etc. Et on peut très bien imaginer de faire d'utiliser cette méthode pour des échanges de services, de matériel, voilà ce qu'on veut. Créer du lien et du partenariat. Voilà. Ensuite, on a par exemple, pourquoi pas, faciliter l'embauche de salariés administratifs pour qu'ils puissent se libérer du temps. Donc par exemple, ça en créant des emplois partagés, ou pourquoi pas en faisant des groupements d'employeurs, donc une secrétaire d'écurie qui serait sur plusieurs écuries. Ensuite, on pourrait pourquoi pas recruter des travailleurs handicapés, donc par exemple via Cap Emploi, qui seraient en reconversion et qui seraient intéressés pour travailler, pour exécuter ce type de travail. Et ça permettrait aussi une exonération de charges. Donc nous, dans le cadre de notre étude, on a créé une fiche de poste, donc type d'un salarié administratif, qui reprend un peu toutes les missions d'un salarié administratif. Donc bien évidemment, ce n'est pas une fiche de poste qui pourrait être réadaptable à une seule écurie parce qu'elle reprend vraiment beaucoup trop de missions. Mais ça peut être un début en fait pour qu'une écurie s'en serve, la prenne et regarde ce qui lui conviendrait
s'il avait besoin d'un salarié administratif. Ensuite, à côté de ça, on peut par exemple essayer d'optimiser l'organisation du travail administratif pour vraiment diminuer en fait cette pénibilité qui est ressentie. Donc par exemple, en utilisant des outils pour faciliter le travail administratif. Par exemple, on a l'application qui est Equi-Réglementation, en fait, qui a été faite par le Conseil des chevaux, qui permet en fait de voir, enfin on peut par exemple choisir une problématique qu'on a et ça va nous donner des solutions ou des axes. Après, pourquoi pas aussi développer ce genre d'application qui serait spécialisée course. Ensuite, on va voir comment augmenter un peu l'attractivité de l'écurie et diminuer le turnover. Donc déjà, ce serait pourquoi pas prendre en compte les attentes de la société, c'est-à-dire autant au niveau du bien-être équin que du bien-être humain. C'est-à-dire que pour le bien-être humain, par exemple, améliorer le confort de travail, vraiment optimiser l'organisation du travail au maximum. Ensuite, on a aussi le bien-être animal, c'est-à-dire prendre en compte vraiment les besoins des chevaux. Donc ça pourrait avoir une double attractivité, c'est-à-dire ça pourrait attirer et les salariés et les propriétaires. Ensuite, il faudrait, pourquoi pas, essayer de promouvoir le métier. Donc, pourquoi pas, par exemple, organiser des rencontres avec les centres équestres. Ensuite, il faudrait aussi, pourquoi pas, améliorer la communication entre l'école et le lieu d'apprentissage. Parce que ce qui nous a été dit, c'était qu'il y avait des consignes contradictoires entre les écuries et le centre de formation. Donc, pourquoi pas, par exemple, favoriser des échanges ou des visites, en fait, sur le terrain des formateurs, pour justement éviter ces consignes contradictoires. Pourquoi pas aussi essayer de favoriser l'expression des entraîneurs ou pourquoi pas former les tuteurs par exemple. Ensuite, au galop, on va avoir le fait de favoriser le fait que le cavalier d'entraînement ne monte qu'à cheval et qu'on ait du personnel spécialisé pour le travail de cours. Ensuite, on va aussi pouvoir essayer d'améliorer tout ce qui va être reconnaissance au travail et la bienveillance dans les échanges, que ce soit entre le salarié et du salarié vers l'entraîneur ou de l'entraîneur vers le salarié. On peut aussi essayer de miser sur la convivialité de l'écurie, donc ne serait-ce qu'en aménageant une salle de poste confortable, en formalisant vraiment des temps d'échange où on a le temps d'échanger. Par exemple, le fait de formaliser une pause conviviale en fin de matinée ou en matinée, ça permettrait par exemple déjà de diminuer tout ce qui va être fatigue qui va être perçue et la sensation de faim. Et donc tout ça, ça pourrait permettre vraiment de créer un espace de discussion et d'échange entre les salariés, l'entraîneur, enfin tous les membres de l'écurie. Ensuite, on va aussi pouvoir essayer d'améliorer l'implication des salariés dans l'écurie. Donc que ce soit dans la prise en compte de la RAVie, dans les prises de décision, qu'elles soient liées en fait au matériel ou à l'organisation du travail. Ensuite, on peut aussi essayer par exemple de leur déléguer certaines responsabilités. Parce qu'on sait que les entraîneurs, ils vont avoir tendance à déléguer leurs responsabilités aux premiers garçons, mais rarement aux salariés. Ensuite, on peut essayer de s'intéresser aux besoins professionnels des salariés, donc en réalisant les entretiens annuels, les entretiens de mi-parcours, pour vraiment en fait essayer d'anticiper au maximum les départs, pour se rendre compte quand un salarié commence à se lasser ou simplement à avoir peur. On peut aussi essayer de proposer des formations. Ensuite, il faudrait essayer de rendre lisibles en fait les perspectives de reconversion avant que le salarié soit obligé de se reconvertir. Par exemple, il y a un lien possible à faire par exemple avec les emplois en agriculture parce qu'ils ont un travail qui est beaucoup moins pénible qu'avant. Ils ont des tracteurs très, très pratiques. On peut aussi avoir une reconversion dans de l'emploi administratif ou dans des techniciens filière équine ou filière course. Donc voilà, c'est la fin de la partie gestion de la structure. Est-ce que vous avez des questions ? Donc Louis Labbé de chez André Fabre. Alors, première remarque d'ensemble, parce qu'il y a des visions théoriques, mais le non-dit dans les cavaliers, dans le monde des courses, c'est que par définition, les entraîneurs sont des concurrents. Donc on va évacuer tout ce qui est mutualisation de l'administration. Pour la question de temps qui a été évoquée tout à l'heure, mutualisation du matériel, c'est bien gentil, mais effectivement tout le monde en a besoin au même moment.
Donc la pratique ne correspond pas à ces idées générales. D'autre part, sur la répartition temps de travail à cheval et temps de travail à la cour, il ne faut pas oublier que le cheval est un animal très particulier et qu'il lui faut une relation avec des hommes. Si vous faites le système souvent connu en Angleterre avec un gars qui monte à cheval, qui rentre le cheval à l'écurie, qui repart sur un autre cheval, ce n'est pas du tout la conception de beaucoup d'écuries en France. Il faut que le salarié passe le maximum de temps avec son cheval, ses chevaux, puisqu'en l'occurrence, il a plusieurs chevaux. Donc voilà, je voulais dire ça parce que c'est bien d'avoir des visions théoriques. On en parle ici parce qu'on est entre gens qui connaissent le même problème, mais les entreprises qui sont derrière un entraîneur ne vont pas être très poussées à collaborer avec un autre entraîneur, quoi, pour être très cru. Même si, indépendamment de la concurrence, on peut très bien s'apprécier entre différentes personnalités. Mais donc, c'est pour ça que par rapport au plan théorique que j'évoquais tout à l'heure, il y a quand même une correction à faire compte tenu de notre milieu qui est vraiment très concurrentiel. Voilà cette remarque. Je réponds juste très rapidement. On est bien conscient de cette notion de concurrence, de compétition des entraîneurs à chaque minute, tous les matins et tous les après-midi. En revanche, on n'est pas parti de quelque chose de théorique, puisqu'on a interrogé par téléphone ou on est allé voir les entraîneurs, les écuries. Et donc, je reprends la mutualisation, le partage de personnel, ça se fait. Des secrétaires peuvent être dans deux, peut-être plusieurs écuries. Ça se fait dans certains endroits, ça ne se fait pas dans d'autres. Donc voilà, c'est peut-être du domaine du possible, mais à l'arrangement de chacun. Et puis c'est aussi à chaque entraîneur de choisir le moindre mal en fait entre ces difficultés de secrétariat, d'administration et puis cette solution qui est peut-être pas celle qui satisfait le mieux, mais ce serait peut-être la moins mauvaise. Et en ce qui concerne l'humain, le cheval a bien besoin de son humain, je partage tout à fait. Je dirais, en allant au-delà de ça, c'est vrai que quand son humain et son cavalier ou son lad est fatigué et cassé, il n'est pas là, et du coup, il en faut un autre. Donc, de toute façon, c'est peut-être la moins mauvaise solution. Enfin, c'est à l'entraîneur de choisir. Je pense aussi qu'il faut essayer peut-être de tester. Je veux dire, ça peut être un engagement raisonné de dire on essaye quelque chose. Je suis désolé de dire ça, je ne veux pas être brutal, mais je pense qu'il faut, compte tenu, et je vais le dire comme ça, de l'état économique du secteur aujourd'hui, avec tout ce que ça entraîne derrière pour les entraîneurs, employeurs et pour les salariés, et l'environnement, au sens large des courses, je pense qu'à un moment donné, la question d'essayer quelque chose, même si a priori on n'est pas complètement convaincu, effectivement il y a de la concurrence, et du coup est-ce qu'on est capable sur certains aspects de tester quelque chose et de voir si ça renforce la concurrence, ou si au contraire sur des aspects administratifs ou d'autres, finalement c'est pas là que se joue la concurrence. Et j'attire l'attention sur attention, vous êtes un secteur qui a, et pour moi c'est positif et négatif, qui a une histoire et une culture qui est extrêmement forte par rapport à d'autres secteurs d'activité dans lesquels j'interviens. Il y a un poids de l'histoire, un poids du social qui est très très fort. Mais vous êtes dans une situation qui est difficile. Donc je vous engagerai plutôt à tester des choses. Tester, c'est prendre un engagement sur une durée déterminée pour essayer quelque chose. Ça marche ou ça marche pas. Et se donner le droit de revenir en arrière en disant non, on pensait que ça allait nous aider et ça fonctionne pas. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps, mais aussi avoir cette démarche-là, je trouve que c'est quand même, ça serait bien. Voilà, c'est un engagement. Enfin, je vous souhaite d'arriver à ça. Merci. Si je peux juste ajouter surtout sur le sujet de recrutement. Donc à l'école des courses hippiques, donc nous avons 5 écoles. Notre rôle en fait, c'est de former en fait les futurs salariés des écuries de courses et aussi déjà les former et après qui restent dans le secteur. Donc on a tous vu avec les statistiques en fait de l'Observatoire social. Donc depuis 10 ans, on a vu en fait le pyramide en fait des âges a complètement tourné. Donc il y a beaucoup plus d'ancienneté maintenant dans les courses parce que les jeunes ne restent pas. Donc ça c'est une question, ça c'est quelque chose à vraiment adresser.
Donc nous, à la FASEC et aussi surtout avec les sociétés mères, on a un nombre d'initiatives en fait vraiment pour reséduire en fait le jeune public en fait vers les courses hippiques, surtout de faire connaître notre secteur. Donc qui est un vrai challenge pour nous tous. Mais donc il y a beaucoup de démarches déjà en place, y compris, je pense que nous avons invité en fait les moniteurs d'équitation, par exemple des centres équestres, parce que nous, par exemple, pour recruter les jeunes dans les centres équestres, c'est un peu la bagarre entre nous deux. Donc c'est pour ça qu'on essaie aussi de travailler avec des influenceurs aussi, soit dans le lifestyle ou sinon les influenceurs équestres, parce que la réputation des courses n'est pas top. Donc on a tous vu. Donc on avait mis en place avec France Gallo, on a invité en fait les top youtubeurs qui avaient vraiment une image en fait assez neutre, mais vu la population et les commentaires qu'il y avait sur les vidéos, c'était même pour moi ça a vraiment ouvert mes yeux. Mais l'idée c'est vraiment en fait de montrer et ouvrir les portes et de montrer vraiment que ce sont des métiers de passion. Mais moi, je pense que oui, il y a la communication à améliorer entre, je dirais, la FASEC, les écoles et les employeurs. Nos portes sont ouvertes et je me demande aussi s'il y a beaucoup d'entraîneurs, donc beaucoup de nos employeurs qui sont déjà venus dans une école à FASEC. Donc, je pense que je vais proposer, pourquoi pas, par exemple, si un contrat est signé pour un apprenti, pourquoi pas organiser la signature carrément à l'école. Comme ça crée en fait un lien entre l'employeur et l'école. Et aussi, donc l'année dernière, nous avons aussi inauguré une nouvelle salle de simulateurs. Je pense que vous êtes venus l'année dernière. Et donc on a invité en fait tous les entraîneurs en fait du secteur, du coin. On a eu très très peu de réponses. On a fait 2 fois. Donc c'est décevant quand on essaie de mettre en place, c'est vraiment tisser les liens en fait avec les professionnels pour montrer tout ce qui se passe à l'école, parce que je pense pas que les entraîneurs savent exactement. C'est vrai qu'ils ont seulement en fait les jeunes pendant leur période d'apprentissage, mais il y a tout un travail qui est fait à l'école en binôme en fait. Donc c'est donc c'est une formation gagnant-gagnante parce que c'est la moitié avec l'employeur et aussi il y a tout ce qui est formation à l'école. Donc je pense qu'effectivement il y a des choses en fait à améliorer. Donc peut-être suite à cette enquête. Et pour compléter ce que vient de dire Penny, ça a dû être révélé lors de votre enquête. On a un taux de féminisation qui est de plus en plus important. Donc effectivement, les conditions de travail doivent être améliorées en prenant en compte des aménagements de temps de travail. Votre enquête, très bien, mais si on en est au point de rappeler qu'il faut aménager une pause café, on part de très loin. On part de très très loin. Monsieur, vous rappeliez que l'identité du secteur des courses était très très fort. C'est vrai, c'est une culture qui est très forte. C'est à la fois un atout et une contrainte, parce que il s'avère que des entraîneurs, j'en rencontre, le ton est quand même franchement parfois, je dirais, rugueux entre partenaires de l'institution. Alors moi, je suis au service des entraîneurs, voilà, mais pas à la botte des entraîneurs. Et les apprentis, comme les élèves de la FASEC, ce n'est pas une main-d'œuvre supplétive. Ce sont des gamins, et des gamines d'ailleurs, de plus en plus, qui sont en formation. Donc tant que les entraîneurs ne témoigneront pas collectivement du respect pour ces gamins qui ont fait le choix de devenir salariés des écuries de course, on ne prendra pas le bon chemin. Voilà. Donc aujourd'hui, je souhaite rencontrer les secrétaires représentants des syndicats professionnels. Il faut qu'on en parle, il faut qu'ils soient présents quand il y a ce type de réunion. Bon, là, je note que tout le monde a répondu présent. Je tenais moi-même à être présent. Voilà, il faut qu'on aille dans ce sens-là, tous ensemble, qu'on se dise des choses, qu'on se respecte, parce qu'il s'agit là de la pérennité de la filière. C'est la pérennité de la filière. Moi, je sais qu'il y a des problèmes de recrutement. Je sais, c'est pas le seul secteur où il y a des problématiques de recrutement. Si ce n'est que là, la baignoire se vide plus vite qu'on arrive à la remplir. C'est-à-dire que ça sert à rien de recruter 600 gamins à la FASEC, alors 600 élèves en formation, si derrière
ils et de plus en plus elles ne restent pas. Voilà. Oui, je voulais juste répondre à ce que je viens d'entendre, aussi bien de la part de la FASEC que de M. Orpitz, qui représente les deux entités, France Gallo et la FASEC. Alors, juste pour info, madame, moi qui suis secrétaire d'une association d'entraîneurs, j'ai pas été au courant de ce que vous avez organisé il n'y a pas longtemps. Voilà, je tenais à vous le dire, ça n'est jamais arrivé. Le mail ou les courriers. D'ailleurs, il nous en arrive pas souvent à notre association venant de la FASEC. Pourquoi, je sais pas, mais c'est comme ça. Juste un point. Je voulais juste dire après à France Gallo, enfin, M. Orpitz et France Gallo, oui, les entraîneurs, effectivement, ce que vous avez décrit, la relation entraîneur-employeur-employé était comme ça il y a 40 ans. Beaucoup moins il y a 20, et de moins en moins comme ça. Je pense qu'on a fait le tour des écuries, on a été plusieurs dans les écuries. Moi, j'en vois beaucoup, je sillonne la France, puisque c'est mon métier maintenant. Voilà. Maintenant, il faut aussi que tout le monde s'y mette. Ça veut dire que d'un côté, les entraîneurs ont des efforts à faire, et je l'ai dit, je le répète, la FASEC devrait former les formateurs, c'est-à-dire former les entraîneurs, ne pas s'occuper que des employés, s'occuper aussi des entraîneurs. Donc, les aider à mieux manager, je l'ai dit tout à l'heure, et je vais le répéter inlassablement. Ça, je ne lâcherai jamais là-dessus. C'est le rôle de la FASEC. La FASEC est financée par les courses, hein, donc par les gains des chevaux, enfin des jeux, puisque c'est tout ce qui vient en moins en allocation. Hein. On ne va pas dire non, c'est un pot commun, mais quand même. Donc les entraîneurs doivent être considérés comme une partie prenante, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous voyez, vous avez dit, vous avez eu 2 personnes, c'est pas normal. Moi, j'ai pas été tenu au courant, je suis pas au courant de ça. Voilà. Et quand il se passe quelque chose à Mont-de-Marsan, mon association qui est nationale, on n'est jamais au courant. Jamais. Je prends Mont-de-Marsan comme exemple, ça pourrait être pareil à Cabriès ou ailleurs. Donc ça, il y a un point de l'autre côté. Deuxièmement, les entraîneurs, vous l'avez dit, ont une charge administrative aujourd'hui colossale. L'achat administratif, tout le monde le sait, ça vient essentiellement des charges administratives MSA, impôts, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aussi de France Gallo, qui, d'année en année, nous a augmenté les contraintes administratives pour plein de choses. Et vous le savez, il y a une commission du Code, pour pas donner un exemple, qui a lieu dans quelques jours, mais c'est complètement hallucinant. Voilà, je vais le dire sincèrement. Il faut aujourd'hui simplifier les démarches administratives, particulièrement en France Gallo, dans les rentrées d'effectifs, sorties d'effectifs, machin, ainsi de suite. Tout ça doit être simplifié. Et je pense sincèrement que là, on a un grand retard, très grand retard. Voilà, je voulais dire ce soir. Et je voulais revenir sur ce qu'a dit monsieur qui travaille chez mon ami André Fabre. Voilà. Et ce qu'a dit monsieur, effectivement, moi qui suis de la campagne, il y a 40 ans, personne n'aurait imaginé que 2 agriculteurs utilisent le même tracteur ou la même moissonneuse-batteuse. Personne. Je dis bien personne. Hein, personne. Et Dieu sait si j'ai plein de copains agriculteurs. Aujourd'hui, ils sont tous groupés ensemble, avec les mêmes machines, les mêmes marchands, enfin ainsi de suite. Et ils sont en concurrence parce que l'objectif, c'est quand même de produire le plus de grains possible ou la meilleure viande possible. Vous voyez, il y a un très bel exemple qu'on connaît que dans le milieu des courses, qu'on connaît de regroupement de professionnels, c'est à l'élevage à Cercy-la-Tour. Quand le rat national a disparu, ils ont réussi à se regrouper entre éleveurs pour maintenir cette station d'étalons. Et c'est une réussite exceptionnelle. Donc je pense sincèrement, comme l'a dit M. Caron, que nous, entraîneurs, enfin moi ex-entraîneur, et nous, associations et groupements d'entraîneurs, nous devons prendre ce risque d'essayer, de ne pas rester sur des méthodes ancestrales. Mon grand-père disait quelque chose comme ça, rien. La tradition n'empêche pas la modernité. Voilà. Oui, mon grand-père, peut-être qu'il y en a qui le connaissent, c'était écuyer en chef à Saumur, vous voyez, avant la guerre. Ouais, donc ça, c'est fondamental. La tradition n'empêche pas la modernité. Le culte de la tradition n'exclut pas l'amour du progrès, c'est effectivement marqué à Saumur. Merci.